mardi 5 avril 2022, la librairie Ombre Blanche recevait l'écrivain anglais David Peace, auteur notamment d'une trilogie criminelle parue chez Rivage, se déroulant dans le Japon de l'après-guerre et dont le dernier volet, Tokyo revisité, était l'objet de cette rencontre. Bonsoir. Merci à tous d'être nombreux ce soir. Merci à David Peace de nous faire l'honneur de sa présence ce soir, parce que c'est un auteur très rare en France. Merci aux éditions Rivage d'avoir rendu cette rencontre possible. Et merci également à l'association Toulouse Polar du Sud, avec qui nous faisons cette rencontre en partenariat. Alors, David, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par une petite recontextualisation de votre dernier livre et de la trilogie japonaise dans laquelle il prend place, puisque c'est le 3e tome d'une trilogie, on va dire thématique, puisqu'il peut se lire complètement indépendamment des 2 précédents. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un peu la genèse de cet immense projet ? First of all, can I say thank you to everybody for coming and the bookshop for hosting me and for these questions. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous les gens qui sont venus aujourd'hui à la librairie pour assister à cette discussion. Thanks. So, the Tokyo trilogy began really for me in it would be 2005. I began to write the trilogy, and from the beginning I knew which 3 cases, true life cases, would be in each volume of the book. Donc la trilogie de Tokyo, disons que j'ai vraiment commencé en 2005 à l'écrire, et je savais dès le début en fait les 3 affaires dont je voulais traiter dans chacun des volumes de la trilogie. So the whole idea of a trilogy was to, for me, to understand how Tokyo rose up from the ashes of World War II. I live in the east end of Tokyo, and that was an area that in one night in March 1945 was bombed flat, and 100,000 people died. But that place, if you go there now, that city is the modern city you can probably all visualize in your mind, of neon and skyscrapers. So how did it go from these ashes up to being this modern city? Donc vraiment, l'idée dans cette trilogie, pour moi, c'était de chercher à comprendre comment Tokyo avait pu renaître de ses cendres suite à la Deuxième Guerre mondiale, puisque moi, j'habitais plutôt à l'est de Tokyo. Il faut savoir qu'une nuit de mars 1948, la ville a été réduite à néant par des bombardements. Il y a eu des milliers de morts, et vraiment, ce que je cherche à comprendre, c'est comment Tokyo a pu devenir une ville si moderne aujourd'hui, alors qu'elle est renée de ses cendres. Donc voilà, c'est vraiment le passage des cendres à cette ville hyper moderne. And I think to understand modern Tokyo, you really the secret to understanding modern Tokyo is this occupation period. But from 1945 to 1952, the Americans, and actually there were British, Australian, French, and Soviet people involved too, but it was very much led by the Americans. This occupation period is the key really to the modern Japan we know. Et donc, pour comprendre la Tokyo moderne, je pense que le secret, c'est vraiment de s'intéresser à la période de l'occupation, donc aux années 1945-52, où les Américains, mais pas seulement les Américains, les Britanniques aussi, les Australiens, les Français étaient très présents, mais étaient quand même sous l'égide des Américains.
Donc vraiment, pour moi, cette occupation, cette ère d'occupation, c'est la clé pour comprendre le Japon moderne. Of all the three cases, the case in the last book, the Shimayama case, is, I think, the most important. And I should stress, actually, that it's a trilogy, but each book is really a standalone novel. So if you haven't read Tokyo Year Zero, Occupied City, don't let that stop you buying Tokyo Revisited. Okay. But I'll answer this. Donc des trois affaires dont je traite dans cette trilogie, celle du dernier volume, donc l'affaire Shimoyama est vraiment la plus importante, et je tiens à souligner quand même que oui, c'est une trilogie, mais en fait, chaque volume est aussi indépendant et peut être lu juste pour soi-même. Donc, si vous n'avez pas lu Tokyo Année Zéro, Tokyo Ville Occupée, vous pouvez commencer par Tokyo Revisité. In terms of the context, the most important thing to know about the occupation, and I will be brief about this, is that when the Americans arrived in 1945, they arrived with very, very utopian democratic ideas. These really came, these people who came as the administrators of the, I'm not talking about the military, I'm talking about the administrators, the economists and so forth. These people were really kind of New Dealers, like they had these kind of Roosevelt kind of FDR kind of idealism, but they were going to bring democracy to Japan. Okay. Okay. No, sorry. Okay, sorry. Alors pour vraiment bien comprendre le contexte, vraiment la chose la plus importante, c'est l'occupation. Je vais quand même tâcher d'être bref sur la question, mais il faut dire que les Américains, quand ils sont arrivés en 1945, ils avaient quand même une idée c'était des utopistes qui voulaient amener leurs idées démocratiques. Alors je ne parle pas tant des forces armées en soi, mais plutôt tous les dirigeants, les administrateurs, les économistes étaient clairement des personnes du New Deal qui ont apporté cet idéalisme de Roosevelt. En fait, c'est ce qu'ils voulaient apporter au Japon. And in fact, they were bringing democracy to all adult Japanese, men and women, but actually they denied to the black servicemen in their own army. So this was something that caused quite a lot of problems for the army, because people then, the black American soldiers in the army went back with, empowered them to want to seek the change they wanted. They came with this idea of democracy, and they were promoting trade unionism, they were bringing education and so forth. But in 1948, things began to change. So the black American soldiers in the US Army did not have the vote in America. So they were giving the vote to the Japanese, which they deprived their own citizens. If you see what I mean. Not exactly. It's a very important point. Si je veux vous le rendre correctement, il faut que je comprenne la subtilité. Et d'ailleurs, juste, j'ai pas dit, mais dans les remerciements, je n'ai quand même pas remercié notre super interprète Aurélie, donc quand même merci, parce que c'est un gros travail. Oui. So the Americans were giving democracy to all the Japanese, Which they denied at home. which they denied to the black servicemen in their own army back in America. When they came back. When they Because went back to when America. black soldiers came Went back, back, they couldn't vote. There was no Whereas vote. they were trying to bring democracy to Japan, Yeah. which they were not able to do at home, Yeah. right? Okay. Et donc, ils avaient cette espèce d'utopie de pouvoir apporter la démocratie à tous les Japonais, mais il faut quand même garder en tête que les Noirs américains qui combattaient au Japon, une fois qu'ils rentraient chez eux, ils se voyaient refuser le droit de vote dans leur propre pays. Donc, voilà, cette utopie démocratique a peut-être quelques limites. Par contre, effectivement, ils avaient donc cette idée, cet idéalisme démocratique. Ils ont voulu développer là-bas au Japon le système des syndicats, apporter aussi un meilleur système scolaire, l'accès aux études.
Mais il faut tout de même savoir qu'à partir de 1948, les choses ont changé. So in 1948-49, the Chinese communists began to win the civil war in China. The Iron Curtain goes down over in Europe between the Soviet Union and the West. And as you know, that the communists gained strength in France and in Italy, and particularly in Japan as well. The communists were gaining more and more power. And the Americans then panicked and went into what is known as the reverse course, went backwards with the policies, locking up the communists again and clamping down on trade unionism. Il faut savoir qu'à partir de 1948-49, le communisme s'est largement répandu en Chine, puisque les communistes ont gagné la guerre là-bas. En Europe aussi, on a construit le rideau de fer. Le communisme a pris aussi de l'ampleur en France, en Italie et au Japon. Et tout ça, ça a un petit peu donné froid dans le dos aux Américains. Et à partir de ce moment-là, ils ont adopté une tactique complètement différente. En fait, ils ont fait littéralement en machine arrière, et tout ce qu'ils souhaitaient apporter à ce moment-là a été annulé. Ils ont arrêté de développer aussi largement le syndicalisme, etc. Ils ont tâché d'étouffer un petit peu tout ça. I've nearly finished with this history lesson, so sorry. But at this moment, then, in July 1949, President Sadanori Shimoyama, who was the president of the Japanese National Railroads, is given the orders by the Americans to fire 120,000 railroad employees. And these 120,000 railroad employees should be the communists and the trade unionists who are working for the railways. And on July the 5th, his body is found on the railroad tracks, decapitated, dismembered, actually very close to where I live in Tokyo. Alors, on va continuer avec notre petite leçon d'histoire. J'ai pas tout à fait fini. Donc, en juillet 49, il y a le président Sadanori Shimoyama, enfin le président des chemins de fer japonais, qui a reçu l'ordre des Américains de licencier 120 000 personnes, en sachant que la majorité de ces gens qui devaient être licenciés étaient en fait des communistes en grande partie et des syndicalistes qui travaillaient donc pour les services de chemin de fer. Et le lendemain, donc le 5 juillet 49, Shimoyama a été retrouvé décapité sur une voie ferrée, apparemment percuté par un train. Oui, je voulais revenir sur le tout début. Vous avez dit en fait que vous aviez ces 3 faits divers, chaque fait divers développé dans la trilogie, en tête dès le départ. Et ma question, ce serait justement comment ça a été, comment vous les avez choisis, et surtout dès le départ en fait. Donc ça fait super longtemps. Pardon. J'écoute la traduction en même temps, alors du coup ça me perturbe. So when I got to Japan, I moved to live in Japan from Istanbul. I moved to Japan in 1994, and early on, when I arrived in Tokyo, I bought a book which was called "Shocking Crimes of Post-War Japan," right? And it sounds really tacky and awful, but actually it's a pretty good book, right? Yeah. And in this book were lots of shocking crimes of post-war Japan. But 3 of these crimes, I thought, had a
were a way to examine the time and place of the occupation. I think if you're a crime writer or a writer and you choose to write about true crime, you know, this is real crime. These crimes caused suffering. There were victims, and these were, you know, these have real consequences. Not a fiction; they had consequences, and so I think there's a responsibility with that, and so you have to have a very good reason to do that. And I thought that the three crimes of the trilogy, I thought, helped to unlock that time and place and to try to explain what was going on in that occupation period. And so that's why I chose those three crimes. That's how I came to choose them. Donc moi, je suis arrivée au Japon depuis Istanbul en 1994 et un peu plus tôt, la première fois que j'étais allée, je suis tombée sur un ouvrage qui s'appelle Shocking Crimes of Post-War Japan, donc les crimes les plus atroces du Japon d'après-guerre. Alors ça a l'air comme ça un peu gore, un peu facile, mais en fait c'est un excellent livre qui effectivement raconte des crimes absolument atroces, mais 3 ont particulièrement retenu mon attention parce que, en fait, pour moi, ils avaient une façon d'analyser à la fois la période, les lieux, enfin, vraiment toutes les intrications de la période de l'occupation. Et quand on écrit des polars, ou même juste quand on est écrivain et qu'on choisit d'écrire sur des crimes qui ont réellement existé, il faut quand même garder en tête que toutes ces choses sont réelles. Il y a des gens qui en ont souffert, il y a des victimes, il y a des conséquences, c'est pas juste de la fiction. Donc, selon moi, on a quand même la responsabilité d'avoir une bonne raison de le faire. Et pour moi, ces 3 crimes-là, en fait, ont vraiment permis de débloquer un petit peu toutes ces intrications historiques et ont permis aussi d'expliquer ce qui se passait durant la période de l'occupation. Was that all the question? Yeah. Okay. Thank you. En tant que dans votre travail d'écriture, en fait, c'est vrai que là, on parle de faits divers. On n'a pas précisé que, sauf erreur, tous vos romans, en fait, ont une base de non-fiction et partent d'un réel fait divers ou d'un personnage qui a vraiment existé. Est-ce que pour vous, c'est une nécessité de partir de cette base existante? Actually, the first book, 1974, which I now wrote, so that was published 23 years ago, and actually that's the book that doesn't, but it's not based on a real case. Okay, so there's some child murders in that case. The 1977 and 1980 are based on the Yorkshire Ripper, right? But 1974 is not. And 1983 is not really. And actually, in many ways, I regret that book. So so ever since then, I've always you know, we live in times when crime is real. You know, and we're living in times when war is back. I don't think we really need to make it up. I think there's enough out there. And I think to me, the responsibility of a crime, if you're going to do this, it's to try to understand why it happens. And to try to show actually the effect it has on not only on individuals, but on communities and societies. So I'm quite uncomfortable with the crime novel, crime TV shows as entertainment.
That always kills an evening. Alors en fait, il faut savoir que mon tout premier roman, 1974, que j'ai écrit il y a à peu près 23 ans, n'est pas basé sur un fait réel. Il y a certes des meurtres d'enfants, mais effectivement, 1977-1980 parle directement de l'éventreur du Yorkshire. 1974-1983, pas trop en fait. Et quelque part, je regrette un peu peut-être d'avoir écrit ces livres. Donc je me suis dit après, bon voilà, ce sera ma règle. À chaque fois, je partirai d'un fait réel. Et puis, il faut savoir aussi qu'on vit dans une période où la criminalité est bel et bien réelle. La guerre est de retour. Enfin, il y a rien besoin d'inventer. En fait, tout est là. Et je parlais tout à l'heure de la responsabilité. Vraiment, cette responsabilité, c'est chercher à comprendre pourquoi de telles choses peuvent avoir lieu. Et surtout aussi l'effet que ça a tant au niveau des individus qu'au niveau des communautés et des sociétés en général. Donc moi, j'aime pas trop le polar ou les émissions un petit peu grandiloquentes sur les crimes. Enfin voilà, tout ce qui est la criminalité en tant que divertissement, je trouve pas ça top. Sorry, I'll just add, and sorry, because there are many great crime writers who use fiction which has an emotional truth, I would say. So that what I said then sounded like I was judging them. I have been inspired by many crime writers, Dashiell Hammett, Manchette, Robin Cook, Ted Lewis, Elroy. Many crime writers write with an emotional impact fiction. Et je voudrais quand même préciser qu'il y a énormément d'écrivains de polar qui utilisent la fiction avec une forme de fiction qui a une vraie réalité émotionnelle. Donc je voudrais absolument pas donner l'impression de les juger et de les juger négativement, loin de là. Moi j'ai été grandement inspirée par des écrivains comme Dashiell Hammett, comme Manchette, comme Robin Cook, Ted Lewis et Elroy. Et ils ont tous vraiment une manière d'écrire qui laisse un fort impact émotionnel. Yeah, I think that's it. I was just going to say actually that one of the best post-war crime novels is by, which was a big influence on this, was Dorothy B. Hughes, the American crime writer. She wrote a book which in English is called In a Lonely Place, but in French the title is completely different and I've now forgotten it. Pardon? Yeah, that's it. Yeah. And it's out in a new translation in France. Yeah. In English it's called In a Lonely Place, and there's a very famous noir film starring Humphrey Bogart. And the film is called, in French, it's called La Violente. La Violente. Yeah. So, yeah. Okay. That was a huge. It's an imagined crime. Sorry, I'll stop now. That's enough. Yeah. But in English, it's called the book and the book and the film are called the same thing. Helpfully, In a Lonely Place. Yeah. That's the original title. Dorothy B. Hughes. C'était juste. Oui, donc je voudrais seulement rajouter aussi que pour moi le meilleur polar post-Seconde Guerre mondiale, c'est Dorothy B. Hughes. Alors le roman s'appelle en anglais In a Lonely Place, dans un lieu solitaire. En français, donc dans la brume. Merci. Et c'est aussi un film avec Humphrey Bogart. Oui, moi j'avais une question pour en revenir justement au choix de la mort du président Shimoyama.
Quand on faisait nos recherches, en fait, je lisais que ça avait eu au Japon à peu près le même impact que l'affaire Kennedy aux États-Unis. Et je me demande si on ne peut pas développer sur le sujet, parce qu'effectivement, ça contextualise encore mieux, je trouve. Yes, so this death of this man took on this huge cultural significance, very in its controversy, it's possibly like the Dreyfus affair is for France, because it divided opinion. So from the start, was it a suicide or was it a murder? How, this body on the tracks. If it was murder, was it a murder by the left, trade unionists, Soviets, or was it a murder by the Americans, by the Japanese right, and so on? So, and from that fact, suicide, murder, then left murder, right murder, all kinds of conspiracies grew up. And a whole kind of industry of art, first of all, articles, magazines. Japan is an incredibly, even now, the numbers of books and magazines and newspapers consumed on a daily basis is immense, much more than Britain. And so the numbers of non-fiction books, there were lots of novels and there were films and manga and so forth. It generated this whole kind of, industry. And up until I would have said around about the 90s, it was, everybody still kind of talked about it. I would say now it's not quite as amongst younger people as well known, but it had this huge, everybody knew the name Shimoyama, because of this. C'est vrai que cette affaire a eu une importance culturelle incroyable, et surtout toute la controverse en fait qui en est née. Ce serait un peu l'équivalent en France de l'affaire Dreyfus, en ceci que ça a profondément divisé l'opinion dès le début en fait. Donc la question c'était, est-ce qu'il s'agit d'un suicide, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? Si c'est un meurtre, est-ce que c'est plutôt la gauche, les syndicats et les soviétiques qui sont responsables, ou bien alors est-ce que c'est les Américains et la droite japonaise? Il y a eu, à partir de là, toutes sortes de théories du complot qui ont émergé, et aussi toute une industrie, tant au niveau de la presse, donc des journaux, des magazines, mais de nombreux ouvrages aussi, qui ont été écrits sur la question, parce que faut savoir aussi qu'au Japon, la consommation d'écrits, que ce soit de la presse, des livres, de toute forme, d'ailleurs un roman comme ouvrage non romanesque, est absolument bien plus importante qu'en Grande-Bretagne. Donc il y a eu vraiment des tas de documentaires, des tas ouvrages d'investigation, de films, de mangas, qui ont généré une véritable industrie autour de cette affaire, jusque dans les années 90 à peu près, parce que là on peut dire que l'affaire Shimoyama est un peu plus tombée dans l'oubli, mais il faut savoir qu'à l'époque vraiment, tout le monde au Japon connaissait ce nom. And the other important thing about this is that the perception of the case and the theories about they changed quite dramatically over time. So in 1949, the most common theory, and it was pushed by the Americans, was that Shimoyama had been murdered by the Japanese left. And so it was used as an excuse to crush the trade union movement and to stop the Communist Party daily newspaper and to lock up communists again. But by 1964, most people, the more commonly accepted theory was that he'd been murdered by the Americans in order to frame the communists. So the case changed over time, and that's one reason why this book
Tokyo Redux is in 3 sections. So it's like a trilogy within a trilogy, because I wanted to show how the case continued to haunt Japan and how it changed, how people's opinions about it changed, and to really show, the magnitude of the case. Alors un autre élément important de cette affaire, c'est qu'il faut savoir que la manière de le percevoir et de l'interpréter a radicalement changé en fait avec le temps. La théorie qui dominait en 1949 et qui était celle largement avancée par les Américains, c'était de dire que Shimoyama avait été tué. En tout cas, le meurtre avait été fomenté par la gauche japonaise et notamment par les syndicats et les communistes, alors que une fois arrivé en 1964, la théorie la plus répandue était exactement l'inverse, c'est que c'était justement les Américains qui avaient fomenté le meurtre. Donc c'est comme ça que j'ai aussi moi construit Tokyo Revisité en fait en 3 parties. C'est un peu la trilogie dans la trilogie, pour essayer de rendre compte vraiment de toute l'ampleur en fait de cette affaire, du fait de ces renversements de points de vue. Alors, c'est une affaire encore non résolue, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. On n'a pas de réelle réponse à la question, donc voilà, pas de spoiler. Néanmoins, en choisissant cette affaire non résolue, est-ce que vous vous êtes pas senti quand même un petit peu en tant que écrivain de polar d'opter pour une position? Oh, I have a clear opinion. Yes, yeah. Actually, from Occupied City, the second book was published in English in 2009. And so it took me more than 10 years to write the third book. And part of the reason it took me 10 years was because I really wanted to examine all the literature and all the theories and to go through everything as much as I could. In Japan, this case gets a hold of people, and people begin to suffer from the Shimoyama disease. And, I have got some friends of mine in Japan who have the Shimoyama disease. And I myself came down with the Shimoyama disease. And for about 2 years, I wasn't writing the book. I was trying to solve the case. And there came a point when I realized I couldn't solve it's not possible to prosecute people anymore for this case, and my job was to write the novel. If you want to do that, I'll tell you my theory in a minute. Yeah. Okay. Bien sûr, j'ai une opinion et une intime conviction très claire sur la question. Il faut savoir que le deuxième volume de la trilogie, Tokyo Ville occupée, a été publié en 2009 en Grande-Bretagne. Donc ça m'a pris plus de 10 ans pour écrire le troisième et dernier volume. Et la raison à cela, en partie, c'est que je voulais vraiment pouvoir éplucher toute la littérature, toutes les théories. Je voulais vraiment pouvoir tout lire sur la question. Il faut savoir que cette affaire au Japon vraiment contamine littéralement les gens là-bas au point qu'ils semblent souffrir du syndrome de Shimoyama. J'ai des amis japonais qui en souffrent et je pense que moi, j'ai fini aussi par en souffrir. Pendant 2 ans, en fait, j'écrivais pas du tout le roman
en tant que tel, en fait, ce que j'ai essayé de faire pendant ces 2 années, c'est de résoudre cette affaire. Et puis, j'ai réalisé que je n'y arriverais pas. En plus, il faut savoir que les gens ne peuvent plus être jugés, les procès ne peuvent plus avoir lieu. Donc, je me suis dit, tiens, mais moi, ma tâche, c'est sûrement dans ce roman d'écrire sur ce procès, de faire ce procès. And so one of the great things, though, was that we through these friends, I met people very, very old now who'd worked on the railroads at the time of the Shimayama case or just after the case. And one of these people, and so I wanted to be absolutely sure it was murder, not suicide. But I needed to be really sure that there was no chance that this man had committed suicide. And I had this conversation with an old railway man who said to me that Shimayama loved trains. He was the man who loved trains. His whole life had been, from a little boy, all he had wanted to do was to work on the railroads. And this man said to me that anybody who worked on the Japanese railroads, anybody who loved trains, no matter what pressure, no matter what they felt, they would never, ever kill themselves on the railway tracks. Because if they would not do it to the timetable and to their colleagues and cause the inconvenience that we've all maybe experienced, they would not do that. And so at that moment, I thought, right, in my heart I'd always felt he was murdered, but that convinced me he was murdered. Alors, ce qui est super, c'est que grâce à ces amis-là, j'ai pu rencontrer des gens très âgés qui soit ont travaillé pour la compagnie de chemin de fer à l'époque, ou en tout cas qui ont travaillé juste après l'affaire. Moi, j'avais besoin d'être absolument sûre, puisque pour faire la part des choses, est-ce que c'est un meurtre ou un suicide ? Moi, j'étais sûre qu'il ne s'était pas suicidé. Et en fait, j'ai eu cette conversation avec un ancien employé des chemins de fer très, très, très âgé qui m'a dit que, en fait, Shimoyama adorait les trains. Il les aimait tellement, dès tout petit, il a toujours voulu travailler pour les chemins de fer. Et il me disait, au Japon, personne, quelqu'un avec une telle passion ne commettrait... peu importe ce qui lui arrive et peu importe les pressions, jamais il irait mourir sur les rails de la compagnie qu'il aime tant. C'est impossible qu'il soit mort comme ça, parce que ça l'aurait bien trop, les conséquences l'auraient bien trop préoccupé, tant pour ses collègues, puis toute la gêne que ça occasionne aussi. Donc vraiment, c'est ce moment-là, j'ai toujours eu l'intime conviction qu'il avait été assassiné. C'est vraiment ce moment-là et cette discussion qui m'a convaincu que c'était le cas. So I will tell you that he was murdered, but I won't tell you who murdered him, because you'll have to. But actually, I'm proudly a socialist, so that may give you a clue. It wasn't the socialists on the left. That's all I'll say. Donc, j'ai un peu spoilé, vous savez qu'il a été assassiné, je ne vous dirai pas par qui, mais je suis fière de dire que je suis plutôt socialiste, donc peut-être que ça va vous donner un petit indice. Du coup, ça m'a donné matière à rebondir. En fait, je trouve que la résolution de cette affaire, cette histoire de meurtre, ça montre le fait qu'il n'ait pas pu le faire parce que justement ça aurait causé des problèmes à ses collègues, etc. C'est quand même un bon indicateur de l'état d'esprit japonais. C'est intéressant parce qu'effectivement, si je me souviens bien, il y a même une phrase qui est évoquée dans le bouquin qui va dans ce sens-là. Et en fait, je vais arriver au bout de ma question.
On alterne justement les points de vue entre les personnages japonais, un personnage américain. Ça change complètement tout dans la narration. Et je pense que ça peut être intéressant de creuser la question. Well, I think so. In the first book, Tokyo Year Zero, that is told in the first person. It's the story of a detective who's solving the real life serial murders in Tokyo, and it's told in the first person voice of a Japanese policeman, because I wanted to convey the suffering of the defeat and what had happened to the people in that city and how they were trying to reconstruct their lives. Donc dans le premier volume, Tokyo Année Zéro, c'est une narration à la première personne. Il y a un inspecteur qui tâche de résoudre des meurtres en série. Et donc il s'agit de ce policier du point de vue de donc du policier qui essaie de résoudre l'enquête. Et donc j'ai choisi en fait ce mode de narration pour essayer de retransmettre au mieux toute la douleur qu'a engendré la défaite sur les habitants de la ville et la manière dont ils sont aussi eux-mêmes parvenus à reconstruire leur propre vie. And then in the second book, Tokyo Occupied City, there are 12 different voices. One is an American, one is a Soviet, but the other 10 are Japanese. In the third volume, though, I thought it was important to have this. The first part of the book is the American. The second part of the book is the Japanese, and then the third part goes back to a different American, because this is a case that directly involved the Americans, and the Americans bear a lot of responsibility. But at the same time, it was the Japanese who bore the consequences. So it was important to have these different perspectives within the same book. Is that an answer to the question? Is that okay? Donc le deuxième volume, Tokyo, ville occupée, rassemble 12 voix narratives différentes. Il y en a une qui est américaine, une autre soviétique, mais les 10 autres sont japonaises. Et par contre, dans le troisième volume, alors effectivement, il y a 3 parties. La première est plutôt d'un point de vue américain, l'autre du point de vue japonais, et la troisième du point de vue d'un autre américain. Parce que il faut savoir quand même que l'implication américaine, les Américains ont été impliqués directement dans cette affaire et en portent une grande responsabilité, une lourde responsabilité, mais ce sont les Japonais qui en supportent les conséquences. Donc j'avais vraiment besoin de pouvoir mettre en parallèle tous ces différents points de vue et ces différentes perspectives au sein d'un même ouvrage. Comment est-ce que vous avez, puisque là on a parlé un peu des 3 volumes justement, vous avez dit tout à l'heure que dès le départ vous aviez en tête les trois affaires que vous vouliez développer. Alors, en fait, c'était pas ma question de départ, mais j'ai une autre question finalement. À chaque fois, vous avez quand même choisi des affaires non résolues. Même dans le second, en fait, ils ont trouvé a priori un coupable, puisque dans le second, ça part d'un fait divers autour d'un empoisonnement de 12 employés de banque, pour les gens qui ne l'auraient pas lu. Ils ont trouvé un type qui pense être le coupable, sauf que lui clame toute sa vie son innocence, donc en tout cas en tant que lecteur, vous semez le doute. Donc on peut se dire que c'est aussi une affaire non résolue. Est-ce que c'est vraiment un choix de votre part, que c'est d'avoir choisi
précisément des affaires qui n'avaient pas de solution toute trouvée. But I thought one thing that was to me, quite interesting about the structure was you have a solved case in the first one, in Tokyo Year Zero. It's solved. Although that case was actually that was the case that was least known in Japan. Mm-hmm. In the second one, it's, as you say, it's solved, but they got the wrong man. But then in the third one, it's unsolved. So there was a progression. Le premier, c'est vraiment une affaire résolue parce que c'est... Ouais. Il y a un corps dont on ne connaît pas l'identité. Ah oui. But there's still a body who isn't identities in the first book. Because you say the first, well, the crime is solved in the very first one. But they say, well, there is an anonymous body, an anonymous corpse. Yeah, in Tokyo Year Zero. Yeah. Yes, yeah. So there was that element, yes. Yeah. But what I mean, there was that was an important part of the book. But there was what I mean was there was a killer. There was somebody who was found guilty. Yeah. But that was I thought that it's not the reason I chose the cases, but it was interesting to me that there were the different ways they were supposedly resolved. Yeah. Un élément important, c'est tient aussi au niveau de la structure, puisque dans le premier volume, on a quand même une affaire qui est résolue dans Tokyo Année Zéro. Il y avait la question effectivement de ce corps non identifié. Donc oui, il y a un corps qui n'est pas identifié. Par contre, l'assassin, lui, l'est. Donc c'est en ça qu'on peut considérer que quand même l'affaire a été résolue dans ce premier volume. Mais bon, c'est aussi la seule des trois affaires qui est peut-être un peu moins connue que les autres au Japon. Dans le second, l'affaire est résolue, mais en fait, on a le mauvais coupable, entre guillemets. Et dans le dernier volume, l'affaire n'est pas réellement résolue. Donc ça, c'était un aspect qui m'a bien intéressée. C'est justement une raison pour... la raison pour laquelle j'ai choisi ces trois affaires-là, c'est de voir les différentes façons dont on les résout ou non. Et alors juste ma question donc, au départ, qui n'était pas du tout celle-là. Elle portait sur l'écriture, puisque justement, visiblement, vous avez pensé la trilogie dès le départ. Comment est-ce que vous avez commencé à construire ce projet en dehors du choix des trois affaires en termes d'écriture, parce que c'est des modes de narration très très différents les uns des autres, donc j'imagine que c'est aussi des manières d'écrire qui ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous avez écrit livre par livre? Est-ce qu'il y a des chapitres qui vous sont venus par-ci par-là? Il y a quand même quelques personnages secondaires qui réapparaissent à différents moments de la trilogie. Est-ce que vous aviez d'ores et déjà l'intention dès le début de les faire réapparaître? En fait, il y avait 10 questions dans une. Pardon. No, I just feel sorry for everybody to listen to me. No, the first book, Tokyo Year Zero, was an enormous challenge because it was the first time I'd written about a time and place that I hadn't experienced, and that I was also then going to try to assume the voice of a Japanese police detective in 1946. So that's a very big responsibility, if you're going to try to do that and do it convincingly. And so, but I'd been living in Japan before I wrote that. I'd been living there 10 years. I'd been reading a lot of Japanese fiction, and particularly the fiction from that time. And a Japanese writer called Dazai wrote a number of novels and short stories that
were a kind of revelation to me, and I think that I began to, through his work, feel the sense of a place. But the public record, the newspapers and the non-fiction books are very, very important. They give me the kind of base. But to actually sense and revisit the place as I'm writing, it's fiction, it's music, it's cinema, it's art, really, that can transport me back, and which I'm then trying to convey to the reader to transport them back. Ok, alors je suis désolée pour vous. Si on revient au tout premier livre, donc Tokyo Année Zéro, en fait, ça a été un défi incroyable pour moi parce que c'était la première fois que j'écrivais sur une période et sur un lieu que je ne connaissais pas si bien, et de vouloir donner voix, ou même moi en tant qu'écrivain, prendre la voix de cet inspecteur de police japonais en 1946, ça a été vraiment un défi pour moi que de pouvoir rendre sa voix de façon absolument convaincante. Alors, je vivais déjà au Japon quand j'ai commencé à écrire, ça faisait une dizaine d'années que j'y vivais. Mais j'ai lu énormément de romans japonais. Et surtout un des écrivains de cette époque qui s'appelle Dazai, et qui a écrit beaucoup de romans et de nouvelles. Vraiment, lui, ça a été une révélation pour moi, parce que c'est la première fois que j'ai eu la sensation de vraiment ressentir le lieu, de comprendre ce lieu. Donc, il faut savoir que les archives... les archives, les romans, tout ça, ça a été aussi une base pour moi, mais pour vraiment ressentir et pouvoir revisiter cet endroit. Quand moi j'écris, j'ai besoin en fait de la fiction, de la musique, du cinéma, des arts. C'est vraiment ça qui va pouvoir me retransporter en fait là-bas, et qui va me permettre moi aussi d'être en mesure de retransporter mon lecteur aussi là-bas. And so in the actual writing style, I'm looking for a style that will really do justice to the material, to the time, to the place, to the characters. Something that will really transport me and then the reader back to that time and place. To give one example out of the 3 books, the first section of Tokyo Redux is narrated by, so it's not narrated, is the protagonist is called Harry Sweeney, and he is based on a real-life American policeman who was brought from America to the occupation of Japan to train Japanese policemen. And as part of the research, I went to there's an archive of the occupation, all the documentation in the National Library in Tokyo. And in that archive, there was the personnel file of Harry Shupak, the real-life policeman. And so I took this file, and this file said that he had been in Montana, and he had been a strike breaker and in the 1920s. And strike breaking in the 1920s immediately meant to me the great political noir novel of Dashiell Hammett, Red Harvest. And at that moment, I knew that my Harry Sweeney was going to be in a homage to Dashiell Hammett.
And so Dashiell Hammett and this combination was what allowed me to try to find the voice of this American policeman. So that's how it works, really, to give one example. Alors, pour en revenir au style à proprement parler, j'ai vraiment voulu rendre justice à tout ce matériau historique, à cette période, à ces lieux, à ces personnages, pour me transporter moi-même et mon lecteur dans ce passé-là. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, donc la première partie ici de Tokyo revisité, il y a le personnage principal de cette section, c'est Harry Sweeney, et je me suis appuyée sur quelqu'un qui a vraiment existé, un policier américain qui a été envoyé donc depuis les États-Unis au Japon pour entraîner les forces de l'ordre japonaises. Et à la Bibliothèque nationale de Tokyo, il y a une section d'archives sur la période de l'occupation. Et donc, à un moment donné, je suis tombée sur le dossier personnel d'un policier américain qui s'appelait Harry Shupak, qui a vécu dans le Montana et donc qui était dans les forces de répression anti-grève dans les États-Unis des années 20. Et là, forcément, je me suis dit, là, on a une matière politique parfaite pour un roman noir, puisque ça m'a fait penser de suite à Moisson rouge de Dashiell Hammett. Donc vraiment, pour moi, ce duo Shupak-Sweeney, c'est l'hommage que j'ai voulu rendre à cet ouvrage et à Hammett. And actually, the whole in the second section of the book, which is there is a Japanese kind of private eye who is searching for a Japanese writer who goes missing, because many quite well-known Japanese writers, mystery and literary, tried to write about this case. So the book has quite a lot of literary references to Japanese literature as well. Yeah, so that affected the style too. La deuxième partie du livre se concentre sur un détective privé japonais qui enquête sur la disparition d'un écrivain japonais. Il faut savoir que de nombreux écrivains japonais se sont eux-mêmes emparés de cette affaire. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Et c'est pour ça aussi que vous trouverez dans le livre de nombreuses références à ces autres romans japonais. Moi, j'avais une question par rapport à vos relations en fait avec votre éditeur japonais. Parce que si j'ai bien compris, la trilogie de Tokyo, elle est née justement à l'occasion de la rencontre avec votre éditeur. Et je pense que ça donne matière déjà à une réponse. Yeah. So the Red Riding books were published in Japanese, and then the next book would have been GB84, a book about the miners' strike, and so it's probably a boring story, but the first 4 Red Riding books were published by a publisher, but they didn't want to do the miners' strike book, so another publisher. Why? They thought it would be too difficult for Japan, right? But another publisher, actually a bigger publisher, wanted to do GB84, and so I met the editor, who is called Shunichiro Nagashima. But the book is dedicated to him. Yeah, so yeah, Shunichiro Nagashima. Okay. And I had this
dream of writing about Japan. And I'd been there 10 years, and he said to me, "Are you not interested in writing about Japan?" And I said, "But my Japanese, particularly my Japanese reading, is not the kanji. I'm just not good enough to read newspapers from the 1940s." And he said, "Well, I will help you." And so actually, he, in terms of the research and the kind of bouncing off the ideas, he's really been important. And also, he reads the manuscript in English first before the foreign publishers to make sure I've not said anything wrong about Japan, because a lot of people do write things that are just not true, and I didn't want to do that. So that's how that came about. Je sais plus les titres en français des Red Riding Quartet. C'est le Quatuor du Yorkshire. Merci. Donc celui-là a été publié d'abord en japonais et d'abord au Japon. Mon deuxième roman, GB 84, donc, qui parle de la grève des mineurs, je vais peut-être vous raconter une histoire un peu embêtante là, mais bon, en tout cas, après, donc, le cycle du Yorkshire, mon éditeur était pas très, enfin, il voulait pas faire le livre sur la grève des mineurs. Donc Léa me demandait, mais alors pourquoi ? Apparemment, ça aurait été quelque chose de un peu trop difficile pour un public japonais. Donc, par contre, il y avait un autre éditeur, un plus gros éditeur, qui était très intéressé pour publier GB 84. Et donc, il s'agit donc de Shunichiro Nagashima. Et donc le livre ici, Tokyo Revisité, lui est dédié d'ailleurs, parce que c'est vrai que je rêvais d'écrire sur le Japon. Ça faisait 10 ans que j'y vivais, mais en fait c'est lui qui m'a vraiment mis l'idée dans la tête, qui m'a suggéré, mais tu devrais écrire quelque chose sur le Japon. Alors bon, il faut savoir que je suis quand même pas au top avec toute la lecture des kanji japonais, encore moins des articles et des coupures de presse des années 40, etc. Donc enfin, vraiment, lui, il a été génial pour m'aider dans mes recherches, mais aussi, enfin, on a beaucoup échangé d'idées. Ça a été vraiment une personne clé. Il faut savoir aussi que il relit mes manuscrits en anglais avant tout le monde pour être sûr que justement je ne raconte rien de faux, qu'il n'y a pas d'erreur sur le Japon, parce que malheureusement ça arrive très très souvent que des gens qui maîtrisent pas bien leur sujet véhiculent des idées erronées là-dessus, et vraiment moi je voulais pas du tout faire ça. Actually, one last thing about that thing. Actually, so it's maybe not interesting, but Shinichiro Nagashima is the editor who made Pierre Lemaitre hugely popular in Japan. Yeah. Et un tout petit détail, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais donc ce monsieur, l'éditeur Nagashima, est aussi celui qui publie Pierre Lemaitre au Japon, et Pierre Lemaitre qui rencontre un très très grand succès là-bas. Je m'aperçois qu'il est déjà 19h, mais on a encore quelques questions, notamment sur les personnages, par exemple, et encore un petit peu sur l'écriture. Vous choisissez toujours quand même des personnages qui sont dans une sorte de quête d'identité, ou qui, à un moment, en tout cas, du roman, sont complètement perdus, qui sont parfois dans des errances, dans des divagations, qui entendent des voix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces choix-là, qui sont quand même très marqués dans, je pense, quasiment tous vos romans, pour le coup? Well, I think I'm interested in
in people who are obsessed. I think possibly in all the books the characters are obsessed, and that obsession manifests itself in sorry. I think actually more in this book. I think as well. I think the characters are as much as they're obsessed. I think the difference in this book maybe perhaps is that they're also haunted. I think they're very haunted by not only the things they did, but the things that they didn't do, the things that they should have done. And this has become something that's kind of obsessed me more recently. Maybe because I've got older. Yeah. Alors, ce qui m'intéresse en fait, c'est les gens qui ont une obsession. Donc peut-être que tous mes livres traitent de ça en fait, de l'obsession et comment elle se manifeste. Et je dirais que, dans ce livre, les personnages sont obsédés, mais il y a quand même une différence, c'est qu'ils sont surtout hantés en fait. Et ils ne sont pas seulement hantés par ce qu'ils ont fait, mais ils sont surtout hantés par ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils auraient peut-être dû faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui a commencé moi aussi à m'obséder de plus en plus ces derniers temps, peut-être parce que c'est l'âge en fait. But actually, my favorite character in the book is Julia Reeves, the woman. Elle arrive à la toute fin. Yeah. Il va falloir tenir le coup. Hein. You have to be patient. But she, I think, is she's the avenging angel, really, who you know, it's a reckoning for the failures of the men in the book. Yeah. So she's my favorite. Alors je vais vous dire mon personnage préféré, moi, dans ce livre, c'est celui de Julia Riggs, elle arrive à la toute fin, donc il faudra patienter un peu. Mais selon moi, c'est vraiment l'ange vengeur de l'histoire, et c'est celle qui permet aussi de se rendre compte de l'échec des hommes, en fait, dans ce livre, et donc c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Moi, j'ai une question sur un personnage qui nous a beaucoup fait discuter quand on préparait la rencontre. C'est pourtant un personnage très anecdotique. C'est le liftier, en fait, qui apparaît dans la toute première partie face au personnage américain de Harry Sweeney. Le mec qui s'occupe de l'ascenseur. Alors peut-être qu'on peut juste expliquer le pourquoi ça nous a posé question. The elevator boy. Parce qu'en fait, c'est un personnage complètement secondaire, hein, qui est complètement en arrière-plan, mais il va y avoir un lien avec l'un des personnages principaux, qui est Harry Sweeney, et c'est un des seuls personnages japonais dans le roman qui est un petit peu insolent avec un personnage américain, en fait, et qui est dans une forme d'opposition. Yeah, well, that is a true story from the file of Harry Shupak. So this guy, Harry Shupak, was disciplined for a fight with an elevator boy and was severely reprimanded. So and that inspired that entire scene. But yes, he's the voice of, again, a character that I also liked a great deal. Yeah. Donc en fait, ce liftier, il est dans le dossier Shupak. Et effectivement, il y a
il y a un liftier qui a tenu tête à Choupa, qui est effectivement, c'est aussi une des voies narratives que j'apprécie beaucoup pour cette raison-là. Une autre question assez précise, dans le livre, dans toutes les parties, et même, je crois qu'on en a discuté, dans le premier, il y a aussi une question de montre. Les personnages regardent leur montre très fréquemment, et généralement, il y a toujours un problème, en fait. Pour le personnage Harry Sweeney, sa montre est arrêtée. Pour le personnage du détective privé, sa montre retarde, dans mon souvenir. Voilà. Donc il y a toujours une question avec la montre et qui, je suppose, est une question avec le temps, mais est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus ? Parce que ça, on n'a pas vraiment les clés dans le roman, ou en tout cas Léane et moi, on n'a pas compris. Right. So, I think first of all, I think I am personally very obsessed with time. Yeah. So I think that's, it is actually I realised it's a recurring theme in the novels, in all the novels, is time. So that's the first thing. When I went to the archive, Occupation Archive, they actually have the crime scene photographs of the corpse, which is horrendous. But they also have the possessions of Shimoyama. And one of the things they had is, and it's in the French edition too, they had his watch, which is stopped at the time his body was hit by the train. Yeah, it's the same. And in the 10 years I was writing, I had some of the pictures on my wall in my office, not the very terrible ones, but this was always the big image for me, was the watch. And I think what the watch and the time symbolize in this book is the fact that we're often either too late or we're too early, that we often miss the right moment to do the right thing, is what it really kind of symbolizes to me. The feeling that time is running out as well, that the time is running out to make things better. You take notes exactly like I take notes. Yeah. Oh, do I? Oh, okay. Alors la première explication, c'est que je suis moi-même un grand obsédé du temps et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un thème récurrent, même carrément dans tous mes romans. Et puis il faut savoir aussi que aux archives, ils ont toute une section qui rassemble les photos de la scène du crime qui ont été prises. Donc bien sûr on voit le corps, mais on voit aussi tous les effets personnels de Shimoyama. Et surtout, cette photo est reproduite dans l'édition anglaise, mais aussi française du livre. On voit sa montre qui s'est arrêtée au moment exact où son corps a été percuté par la locomotive. Donc, pendant les 10 années qu'a duré la rédaction de ce roman, j'avais quelques-unes de ces photos accrochées sur mon mur dans mon bureau. Alors, pas les pires quand même, mais la plus importante, c'était cette montre de Shimoyama que j'avais tout le temps sous les yeux. Donc, je dirais que peut-être les montres et le temps symbolisent aussi le fait qu'on ait tendance à faire les choses soit trop tard, soit trop tôt. En tout cas, on loupe le coche, on loupe le meilleur moment pour faire les choses. Et puis aussi peut-être justement le fait que le sablier s'écoule et que on a de moins en moins de temps en fait pour améliorer les choses. J'ai peut-être une toute dernière question avant qu'on fasse la lecture. C'est parfait. J'étais curieuse de savoir quel a été l'accueil des livres au Japon.
well, basically, yeah. I was very pleased that they were. I was very pleased that they were published there, and they've had very, very good reviews, and people bought them. Yeah, so yeah, I was very pleased. Thanks. Il a été bien reçu. Moi, je suis ravie d'avoir été publié là-bas. Il y a eu de très bonnes critiques et les ventes sont assez bonnes aussi. Donc, moi, je suis ravie. Et justement, sur la bonne reconstitution de l'état d'esprit japonais, puisque ça avait de l'importance. Et après, c'est bon, j'ai fini. Well, I think I didn't. I think what I was doing, I wasn't really trying to depict the Japanese mind. I was trying to depict Japanese as, I've been in Japan nearly 30 years, and I have found that, in my opinion, yes, there are certain, like in every country, certain social traits and habits that are similar, but I've actually found people react in very individual ways to situations that you cannot predict. So I tried to, I think in the books, I've tried to avoid generalizing about that, but just trying to portray the society and the time and the individual people as accurately as I can. But no one's ever commented on, said anything negative C'est que ça about devait that. être très bien. Yeah. That must be great. Yeah, it was a relief. Alors, ça n'a pas été tant pour moi en fait d'essayer d'être fidèle à la culture, à l'état d'esprit japonais, mais plutôt puisque sur les 13 années depuis lesquelles je vis là-bas, selon moi, bien sûr, il y a certaines caractéristiques sociales, certaines coutumes, mais en fait, chaque personne y réagit en fait individuellement à tout ça et d'une façon qu'on ne peut jamais prévoir. Donc dans mes livres, en fait, je voulais pas généraliser, mais j'ai quand même essayé de dresser le portrait d'une société, d'une époque et surtout des individus de cette époque de façon aussi précise et véridique que possible. Et effectivement, je n'ai reçu aucun commentaire négatif à ce sujet. On va clore nos questions là. David a accepté de lire pour nous, donc évidemment il va lire en anglais. Et après la lecture, si jamais il y a des questions dans le public, évidemment, vous aurez un petit temps de parole et ensuite un petit temps de dédicace pour ceux qui veulent faire dédicacer leurs livres. Okay. I'm going to read a very short part. Darkness covered Tokyo again, an old and hidden darkness that had never gone away, but had stayed silent round corners, waiting in rooms, under floors and under stairs, silent and waiting, behind screens, behind doors, in the wood of a shrine, the pockets of a uniform, on the other side of sunshine, in the damp of a handshake, the space between words, the blank and empty spaces of promises and toasts, behind the smile, behind the tea,
belief in the hollows of laughter, the cold black pupil of an eye that in the blink of an eye was back again, all black again, that darkness back again, rolling over Tokyo, pouring over Tokyo in clouds and in waves so thick and so tall, with the clap of its thunder, the whistle of its train, which shook the night, which pierced the night, waking, it is said, MacArthur in his bed, in fright, in the night, pale and deathly white, he screamed, old soldiers never die, Blackie and Yuki, Brownie and Coco, howling with their master's voice, the terror in his voice, the emperor too, his other dog, the living dead, is said, that night, it said, he rose in dread, in robes of red, to light the lanterns for the dead, the Obon lanterns for the spirits of the dead, the restless spirits of the dead, in whispered chants by lantern line, the dead, they said, in shades we fade away, but never, never go away, silent and waiting, we come again, so thick and tall in cloud and waves, rolling over Tokyo, pouring over Tokyo, torrents of darkness, torrents of rain, over the tracks and over the cops, the darkness and the rain so ferocious and strong, it knocked the policemen from their feet, picking up the parts of his body from the tracks, the pieces of his flesh from the rails. They slipped and they fell in the dirt and the mud, dropped the parts of his body, the pieces of his flesh, tumbling down the embankment, splattered here and there, the cops and the corpse, akimbo, the cops and the corpse, dancing akimbo, divided and splayed, the cops and the corpse, forever akimbo in their ankoku dance, dancing in the darkness over Tokyo, and me again, yes, me again, for there was I, yes, there was I, in torrents of darkness, the torrents of rain, at the scene of the crime, the author of the crime, drenched and soaked with his blood on my hands, dark to the bone, cowering in the shadows, weeping in the weeds, in blood drops and teardrops, cried I and said, would I could raise the dead, resurrect the man from his tracks, the parts of his body, the pieces of his flesh, steal his body from his scene, save his flesh from a crime. Yes, then and there, it was then and there, in the torrents of darkness, in the torrents of rain. Yes, then and there, it was then and there, in the shadows and the weeds, vowed I and said, I will take the parts of his body, the pieces of his flesh, I will put them together again, stitch them back together again, word by word, sentence by sentence, put him together again, make this man whole again, line by line and page by page. I will raise the dead, resurrect the man, chapter by chapter, chapter and verse. I will right this crime, I will right this wrong. Merci beaucoup. Any questions? I am an enormous fan. J'adore les livres de David Pease. J'en ai lu 9 sur 11. I've read 9 of your 11 books, except the football, and I've promised to read them. Right. Nicholas told me I had to read them. Yeah. My question is that these books are terribly, wonderfully, complex, complicated, terriblement, merveilleusement alambiqué. The word in French, alambic, is a still for making alcohol. It goes up and down and left and right all over the place. And that's what your books do. And they come out at the end wonderful. How do you organize it? Comment vous organisez ça pour que ça tourne à gauche, à droite, ça monte, ça va partout, avec des milliers de personnes peut-être. Et à la fin, on a une histoire qui tient. Comment ça s'organise? Well, it's actually really hard to explain. Really, I thank you for the question and your wonderful enthusiasm for the work, and I wish I could say a good answer. There's no computer, pas un ordinateur qui dit on a oublié un tel ou ils vont. Often, I can't remember how a book happened. Honestly, I can't. Say, for example, my second novel, published novel, 1977,
I really cannot remember how I wrote. I was one of the books I'm proud of. Well, proud of them all in different ways, apart from the first one. But I cannot really remember how I wrote it. That section there, I can remember some of the writing of it, but not all of the writing of it. It's a kind of mixture of research. The research suggests images and poetic phrases, and I kind of put them together. I write it all as a kind of poem in longhand, and then I kind of read it aloud over and over and over again. So you'd be very glad you don't live near me. And when the rhythm is right and the images are right, and I'm transporting myself back to the time and place, then I then type that up, and that becomes the book. Is the best I can explain it. Okay. I'd just like to say, when you were reading, this resembled... Could she just... Yeah. Oh, I'm sorry. Yeah. Yes. I understood it. C'est un peu difficile à expliquer, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre question. Je vous remercie aussi beaucoup pour la vivacité des mots que vous avez choisis. Et j'aimerais vous faire une aussi belle réponse. Souvent, le problème, c'est que je me rappelle pas trop de comment les livres se sont écrits. Par exemple, 1977, qui est le second roman que j'ai publié. Je sais que j'en suis fière, mais par contre, je me souviens quasiment plus comment je l'ai écrit. Alors, c'est vrai que pour ce petit extrait-là que je vous ai lu, je me souviens un petit peu de comment je l'ai écrit, mais pas entièrement. Je sais que c'est un mélange de recherche, et puis tout d'un coup, la manière dont la recherche vous crée des images en tête, et puis donne lieu tout d'un coup à ces espèces de tournures poétique. Et vraiment, moi, je l'ai écrit comme un espèce de poème, de courant de conscience que je me suis lu à voix haute, encore et encore, jusqu'à ce que je trouve vraiment le bon rythme, et celui qui me permette, comme je disais tout à l'heure aussi, de me transporter dans ce lieu et dans cette période-là. Et donc, c'est comme ça que ça devient, en fait, le livre. I was saying, when you were reading, that reminded me of the pages in the English books that are in italics, and they're whole pages with no punctuation. No, I didn't see that in the French books. Est-ce que ça existe dans les livres français, les pages sans majuscules, sans ponctuation, des pages en italique à fleuve et qui continuent? Ça existe. Ça rappelle tout à fait ça. It really reminded me of these pages that just... The rhythm, and it was wonderful. Thank you. Thank you. But I think it's... I would say that I am very, very fortunate with my French translator, Jean-Paul Gratiès. I mean, he's one of the great French translators. And, for example, I say this, but I genuinely mean it, I think the football book, which you haven't read, Red or Dead, read it in the French, because it's much better in the French, yeah. Pardon. En tout cas, je dois quand même dire aussi que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir le traducteur français que j'ai. Et donc, si en plus vous n'avez pas lu le bouquin sur le foot, vraiment, lisez-le dans sa traduction française. Je vous assure qu'il est meilleur que l'original. Il y a d'autres questions? Merci. Bonjour. Alors, je voulais vous dire que je suis un grand admirateur de votre style d'écriture, qui me fait beaucoup penser à de la musique. Et je voulais vous interroger sur vos livres au sujet du football. Je crois avoir compris la raison pour laquelle vous avez écrit sur les deux personnages sur lesquels vous avez écrit, qui sont dans The Damned United, Brian Clough, et Bill Shankly for Red or Dead. J'ai compris, je pense, que vous êtes obsédé par les personnes qui sont obsédées par quelque chose. Et c'est quelque chose que je peux comprendre.
l'obsession du football, par exemple. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que dans l'avenir, vous aurez envie à nouveau d'écrire sur un personnage qui est obsédé par le football, comme Brian Clough ou Bill Shankly? Write another football book, really. Yeah. Thank you for the question. The football books are a kind of break for me from writing about crime or war. But The Damned United is a dark book, I know, and Red or Dead, the final parts about the man's Bill Shankly's retirement are very sad for me. But I find the figure of the manager a really, really fascinating figure in sport, because he's caught in a kind of no man's land between the fan, the observer, and the participant. And so he's kind of in this terrible torn place where he can't play, but he can't enjoy the game. He's caught in this kind of terrible thing. And I just find him the figure of a manager, certain managers, really, really intriguing. And I also think that football, but increasingly, more and more, is always connected to society and to politics, and there's a lot there. It's very rich. So not the next book, but possibly the book after that might be another football book. Yeah. So thank you. Alors, je vous remercie pour votre question. C'est vrai que les livres sur le football, c'était un petit peu une pause. Enfin, j'ai voulu faire une pause, arrêter d'écrire sur la guerre, sur des crimes, et d'où donc les livres comme 44 jours, par exemple. C'est vrai que je trouve que la figure du manager sportif est absolument fascinante, parce que en fait il est un peu pris dans ce no man's land. Il peut pas vraiment jouer au foot. Lui, c'est celui qui observe, mais en même temps il peut pas pleinement apprécier le match qui se déroule. Donc je trouve qu'effectivement la figure de certains managers est assez intrigante. Et il est vrai que le foot aussi tient une place de plus en plus importante dans nos sociétés, de plus en plus liée avec la société, la politique. Donc là, il y a vraiment beaucoup de matière, en fait. Donc peut-être pas mon prochain, mais en tout cas peut-être le livre qui viendra après, je pourrais bien retourner dans le foot. Vous avez dit le dernier livre. You said the next book. So what is the next book? Le prochain livre, c'est quoi? So the next book, I will return to writing about England, and will be about the former British Prime Minister Harold Wilson. Okay, yeah. But actually, that won't be the next book in Japan. That won't be the next book in France, because there's a missing book in French, which very kindly, yeah, we're not related, but there's a book called Patient X, which is about the Japanese writer Akutagawa, and that book will be the next book, and the translation is almost finished, and so that will be the next book that will come in France. Yeah. That's Akutagawa. Yeah. So you're studying. Yeah. Thank you. So wonderful. You should come to all my events. Sorry. Donc, en fait, mon prochain livre, dans mon prochain livre, je retourne en Angleterre, et même plus spécifiquement, je vais traiter de l'ancien Premier ministre Harold Wilson. Alors, ce ne sera pas le prochain qui va sortir en France, puisque effectivement, dans toute ma bibliographie, il y a un livre qui manque, qui n'a pas encore été publié en français, qui est Patient X, le patient X. Donc c'est le prochain qui sera publié en français, mais voilà, le prochain livre sur lequel je travaille,
se passera en Angleterre et traitera du Premier ministre Wilson. Merci beaucoup. Merci David, merci Thank you, Aurélie thank et you merci all. à vous Thank tous. you. Vous avez pu écouter une rencontre avec David Peace, auteur de Tokyo Revisité aux éditions Rivage, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 5 avril 2022. Hormis le cycle Tokyo, David Peace a aussi fait paraître chez Rivage le cycle du Yorkshire, adapté à la télévision britannique en 2009, et d'autres romans tels que GB84, 44 jours et Rouge ou mort. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.